journal. Le plaisir est sans cesse renouvelé. Nous retrouver pour vous informer, il est 13h à Kinshasa, Midi Actualité. Bienvenue à tous. Un seul titre à cette édition. Une forte délégation congolaise séjourne à Bujumbura au Burundi en réponse à l'appel du gouvernement burundais. Ce dernier, avec le système des Nations Unies, mobilise ses partenaires pour une aide substantielle aux réfugiés congolais sur son territoire. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Comme des traditions, chaque vendredi, la réunion du Conseil des ministres s'est tenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est revenu dans sa communication sur la nécessité de sa coordination par le ministre en charge de ce secteur et quelques dossiers tels que celui en rapport avec la reprise de certaines centrales hydroélectriques privées à l'abandon. Je vous propose cet extrait du compte-rendu. Le président de la République a enregistré plusieurs doléances sur les perturbations récurrentes affectant l'ensemble des réseaux et systèmes de télécommunications, notamment la téléphonie mobile et fixe, l'Internet, la transmission des données, les services numériques, l'interconnexion des réseaux, ainsi que les réseaux de radiodiffusion et de télévision numérique constatés ces derniers temps sur l'ensemble du territoire national. Ces défaillances persistantes affectent gravement la vie quotidienne des citoyens, la continuité de l'action publique et les fonctionnements de l'économie nationale, en entraînant des ruptures de communication, des perturbations de transactions bancaires et commerciales, ainsi qu'une dégradation notable des services de radiodiffusion et des télévisions numériques au détriment de la conscience des usagers et des secteurs essentiels de la nation. Le président de la République a rappelé que les télécommunications, dans toutes leurs composantes, constituent un pilier stratégique du développement national, de la souveraineté de l'État, de la sécurité, de la cohésion sociale et de la compétitivité économique. À l'ère des technologies de l'information, du numérique et de l'audiovisuel, il est impératif de disposer des réseaux fiables, performants, résilients et continus, opérant dans un environnement de concurrence loyale, de couverture équitable du territoire et de stricte protection de consommateurs. Au vu de tout ce qui précède, le président de la République a instruit le ministre des Postes et Télécommunications, le ministre de l'Économie du Numérique, le ministre de la Communication, médias et porte-parole du gouvernement, ainsi que l'autorité des régulations de la Poste et des télécommunications, chacun en ce qui le concerne, de veiller à ce que l'ensemble des opérateurs des télécommunications, de transmission de données, des services numériques, de radiodiffusion et des télévisions numériques fournissent des prestations conformes aux normes, standards et obligations légales et réglementaires en vigueur. Renforcer les mécanismes de régulation, de contrôle et de monitoring permanent de la qualité des réseaux et des services. Assurer une coordination effective entre les ministères sectoriels, les autorités des régulations et les services techniques spécialisés en vue d'une supervision cohérente et efficace du secteur et d'appliquer sans faiblesse ni complaisance les sanctions prévues par les lois et règlements à l'encontre de tout opérateur défaillant chaque fois que les obligations de qualité, de continuité, de couverture ou de protection des usagers ne sont pas respectées. Un rapport circonstancié d'exécution de ces instructions précisant les constats techniques effectués, les mesures correctives imposées, les sanctions éventuellement appliquées, ainsi que les actions structurelles envisagées pour garantir une amélioration durable, mesurable et vérifiable de l'ensemble des services de télécommunications en République démocratique du Congo est attendue dans les 30 jours. Les agents et cadres du secrétariat général aux mines viennent de quitter les bancs de l'école. Ils ont suivi plusieurs formations axées sur le code minier, contrôle fiscal et éthique du service public. Des formations dispensées par l'École nationale de l'administration et c'est le vice-premier ministre en charge de la fonction publique qui a procédé à la clôture de ces travaux. C'est un reportage de Cédric Kenina et Betty Amani. La RDC renforce sa gouvernance dans le secteur stratégique des mines. Au moins 160 agents et cadres du secrétariat général aux mines viennent de boucler une formation intensive d'un mois sur la gouvernance minière, assurée par l'École nationale d'administration ENA. À l'issue de cette session, les lauréats ont reçu leur brevet et c'était lors d'une cérémonie solennelle
à l'hôtel du gouvernement en présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liarou et les ministres des Mines, Louis Watoum Kabamba. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, a salué une initiative qui s'aligne avec la réforme de l'administration publique en misant sur la formation comme levier des transformations. Cette activité, elle illustre la volonté ferme de moderniser nos institutions, d'améliorer, je l'ai indiqué tantôt, la performance du service public. Pour le ministre des Mines, ces succès découlent d'une synergie efficace entre l'ENA et les secrétariats généraux visant une régulation plus rigoureuse du secteur. Il est admis que la RDC est un scandale géologique. Nous devons admettre que sans capital humain, nous ne pourrions prétendre à la performance, à la crédibilité et à la durabilité. Le directeur général de l'ENA a loué l'engagement des participants et plaidé pour la continuité de ce type de formation. L'objectif général de cette formation est clair. Améliorer l'efficacité, la performance, le professionnalisme des cadres et agents du secrétariat général au minier. Les modules ont couvert les axes du code minier, la réglementation, le contrôle fiscal et l'éthique du service public. Les agents sont désormais mieux outillés pour relever les défis liés à la mobilisation des recettes minières. Je le disais en titre, plus de 250 000 Congolais sont actuellement réfugiés au Burundi. Une délégation gouvernementale conduite par la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale F. Bazaïba s'est rendue dans différents camps de déplacés de Bujumbura pour une assistance humanitaire à ces déplacés congolais. Suivez. C'est dans le malheur que les véritables amitiés s'affermissent. Lessivée par le temps, celle de la République démocratique du Congo et du Burundi s'est montrée très solide et sincère. Elle a davantage été prouvée par cet appel lancé par le Burundi et les agences du système des Nations Unies en faveur des réfugiés congolais fuyant l'agression rwandaise dans l'Est. Des pays partenaires du gouvernement burundais comme le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, l'Union européenne et même l'Église catholique locale ont consenti à mettre la main à la poche pour cette cause. Concerné au premier chef, le gouvernement de la République démocratique du Congo répond à cet appel. La ministre d'État, concernée au premier chef, le gouvernement de la République démocratique du Congo a répondu à cet appel. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale F. Bazaïba, qui conduit une forte délégation comprenant le ministre délégué aux Affaires étrangères en charge des Congolais de l'étranger, de la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise et autres officiels, est arrivée à Bujumbura. Les premiers échanges avec le ministre burundais des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, ont porté sur la situation humanitaire générale des réfugiés congolais au Burundi, la réponse du gouvernement congolais aux besoins humanitaires urgents, comme c'était déjà fait l'année dernière. Pour le Burundi, il est important que toutes les parties au conflit dans l'est de la RDC entendent raison afin que les accords tiennent et permettent le retour rapide de la paix en RDC. Deuxième étape de ces rencontres marathon, la délégation congolaise a été rencontrée Brigitte Mukanga, représentante président de l'UNHCR au Burundi. L'urgence humanitaire est réelle. Près de 250 000 Congolais fuient la guerre et sont dans les conditions infrahumaines. Il faut leur apporter de l'aide dans les secteurs de l'éducation pour les enfants, l'alimentation, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. L'identification, elle, se poursuit par l'UNHCR. En plus des actions ponctuelles urgentes, les réponses dans la durée sont envisagées avec la construction des forages par exemple et la production agricole vivrière sur place. La délégation congolaise que conduit la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale va se rendre samedi sur le plus grand camp des réfugiés congolais nommé Businga à 4 heures de route de Bujumbura. La fondation Caliste Mounana a célébré les enfants orphelins de guerre. Des personnalités du monde scientifique, de l'université de Martyrs, les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo et autres personnalités s'étaient donné rendez-vous au chapiteau du Kankokolo sur invitation de Nathalie Aziza Mounana, présidente de la fondation. Regardez. C'est une journée commémorative, chargée d'émotions, de solidarité envers les enfants orphelins de guerre d'agression. Professeurs d'université, médecins, partenaires étrangers,
officiers supérieurs des FARDC, veuves et enfants orphelins des militaires tombés sur les champs d'honneur ont répondu présents à la commémoration de la journée mondiale des enfants orphelins de guerre, célébrée chaque 6 janvier. Sur l'initiative de la Fondation Caliste Mounana, cette cérémonie a servi de cadre pour interpeller la conscience nationale sur la nécessité de renforcer la solidarité envers les familles des femmes et hommes en uniforme qui payent le tribut lourd de l'agression rwandaise. Nathalie Aziza Mounana, présidente de la Fondation, a salué les efforts que ne cesse de fournir le président de la République Félix Antoine Tshisekedi dans la prise en charge des familles des soldats congolais. Il est vrai, Dieu dans sa souveraineté a donné à notre président pour qu'on soit consolé. En ce jour, nous saluons l'engagement et le leadership du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui place la protection et le bien-être de cette catégorie d'enfants vulnérables au cœur de ses priorités. C'est sur une note festive et de bonne humeur que s'est clôturée cette cérémonie consacrée à la mémoire, à la solidarité et à une prise de conscience collective sur la valeur de la bravoure des vaillants militaires qui se battent jour et nuit pour l'intégrité territoriale de la RDC. Kinshasa est toujours étouffé par les embouteillages. Malgré la fin des festivités, les bouchons restent omniprésents dans la capitale congolaise. Entre klaxons, retard et frustration, les habitants appellent à une meilleure régulation du trafic pour retrouver une ville fluide. Ils se sont exprimés au micro de Renette Koulonga et Hugo Manzambi. Les embouteillages à Kinshasa demeurent un casse-tête. Difficile pour arriver à la destination. Les Kinoises et Kinois demandent l'implication des autorités compétentes afin de décanter cette situation alarmante. Le passager Dr Wilfred Boutombo explique le fait de l'indiscipline des conducteurs. Mais ce qu'on demande au gouvernement, vraiment avec tout le respect qu'on leur doit, que eux d'abord donnent l'exemple. Ils ont cette obligation, l'exemplarité avec tout le respect qu'on leur doit. Après c'est la discipline de la population. Les routes qu'on est en train de faire, on a fermé toutes les routes, les chantiers avancent très lentement. On ne peut pas accélérer un peu pour nous rendre la vie facile. Quand on ferme une route ici, on dit voilà, on vous ouvre celle-là. Comme on le voit partout ailleurs, ça ne demande pas d'être magicien. Mais on se retrouve qu'on a beaucoup de routes qui sont fermées pour des travaux qui se font, pour lesquels nous saluons les efforts du gouvernement. Mais si on pouvait le faire dans un certain ordre, en disant qu'on concentre tout l'effort sur cette route, c'est fait, on passe à l'autre. Le directeur chef de département de ponts et chaussées de l'office de route, José Ekwambengo Isangue, propose ici le piste de solutions pour la gestion de la réglementation, les panneaux de signalisation et l'état de véhicule. La cause principale, c'est l'indiscipline. Pour que ces embouteillages-là puissent prendre fin, il faut réglementer d'abord le trafic. Il faut placer les panneaux de signalisation. Vous avez les panneaux directionnels, les panneaux de danger, ainsi de suite. Mais tant que ces éléments-là ne sont pas là, nous allons toujours connaître les problèmes d'embouteillage. Si on faisait les statistiques d'entrée des véhicules à Kinshasa, vous avez les véhicules qui entrent par Matadi et partout ailleurs. Vous comprenez? Donc, tous ces véhicules-là, c'est de quelle catégorie, madame? Il y a les véhicules d'occasion, on peut les acheter même à $500, à $1000. Et ça arrive à Kinshasa avec un kilométrage de plus de 100 000 km, 200 000 km. Et quand ça roule à Kinshasa, après quelques années, vous avez des épaves éparpillées à travers la ville. Donc, il faudrait que cette réglementation-là puisse retourner en vigueur. Il n'y a pas de développement sans la route. Donc, ces problèmes nécessitent une solution adéquate. Au centre du pays, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, est allé se rendre compte de l'état d'avancement des travaux d'asphaltage de la nationale numéro 1 dans le cadre du projet 11 km. L'autorité provinciale a noté avec satisfaction l'exécution des travaux par la firme Safrimex. Reportage. En visite d'inspection ce jeudi 8 janvier 2026, sur la nationale numéro 1, le gouverneur de la province du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou Konko, a été se rendre compte de la reprise des travaux d'asphaltage entamé dans le cadre du projet 11 km. Débarqué non loin de l'entrée Oasis Malolé, l'autorité provinciale a noté avec attention la mise en œuvre de ces recommandations par la firme Safimex. Couche de roulement posée, lampadaire visible tout le long du trajet, voilà l'actuelle image de la ville de Kananga qui réjouit la population. Notre gouverneur est déterminé dans ses actions. Nous sommes contents de lui. Moi, j'habite Oasis. Grâce à Joseph Moïse Kamboulou, je marche sur la chaussée. C'est une première pour moi. Saluant la présence de l'autorité sur cette section,
Ingénieur Paul Mukendi annonce en même temps la correction des ratés enregistrés à la hauteur de la place commerciale Batetela. Partant de l'aéroport, nous venons d'atteindre des kilomètres d'asphaltage. On est en train d'avancer. D'ici mi-février, nous faisons vraiment des efforts pour atteindre Tchamandiba jusqu'à terminer l'axe 3 et couvrir toute la route de la RN1. Et en même temps, nous allons chercher à découvrir par rapport à cet affaissement-là les causes et puis pouvoir en finir une fois pour toutes. Le chef de l'exécutif provincial a encouragé l'entreprise Afimex à poursuivre l'élan et aux habitants de la contrée d'assurer la protection de cette infrastructure routière. Au total, 500 bancs pupitres ont été remis aux écoles primaires 3 de Kimbangi dans le quartier Kanluka, commune d'Ingaliema, et Epé Makelele 2 et 8. Un geste du service national dans le cadre du programme Pas une école sans banc. Cédric Kenina, Constance Mananga et Tony Djouma nous en disent plus. De zone rouge à zone d'espoir, Kanluka, autrefois stigmatisé, célèbre aujourd'hui une transformation remarquable portée par l'action du service national et la vision du chef de l'État. L'école primaire 3 Kimbangi, dans la commune d'Ingaliema, a vibré à ses jours au rythme d'une cérémonie symbolique. 200 bancs pupitres, fraîchement fabriqués par d'anciens Kuluna, devenus bâtisseurs de la République, y ont été remis. Une action pilotée par les lieutenants général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, infatigable artisan de la reconversion et du patriotisme actif. La philosophie du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est simple et claire. Pas une école publique sans banc. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner ce banc. Son souhait le plus ardent est de vous voir utiliser ces bancs à bon escient. Mais l'initiative ne s'est pas arrêtée là. À Bandalungwa, les écoles Makelele 2 et 8 ont également bénéficié des 300 bancs supplémentaires, portant le total à 500 en une journée. Le gouverneur de la ville capitale de Kinshasa, Daniel Bumba, a salué l'initiative comme un pas concret vers l'amélioration du cadre éducatif. L'accompagnement de ces infrastructures en termes de bancs pupitres par le service national ne peut que nous pousser à remercier vivement le président de la République et chef de l'État pour sa vision de la gratuité de l'enseignement qui est une base solide en vue de projeter un avenir meilleur pour notre nation. Une cérémonie qui a connu la participation du chargé des missions du chef de l'État, Yannick Luntadila. Illustration parfaite du suivi et accompagnement dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Des organisations de la société civile du secteur des finances publiques ont tenu une conférence de presse à Kinshasa. Elles ont présenté les résultats de leur analyse de la loi des finances exercice 2026 dans le cadre de la gouvernance participative. C'est une réforme gouvernementale portée par le COREF. Un reportage d'Eric Nzuziloya. Le travail de la société civile sur le processus budgétaire en RDC reste continu. Il consiste à présenter aux décideurs les préoccupations liées aux besoins sociaux de base, tels la santé, l'éducation, l'agriculture et la sécurité. Ce rôle va dans le sens d'insister sur les engagements et les normes. Voilà en substance le contenu de la conférence de presse sur la restitution de l'analyse budgétaire de la loi des finances 2026 par les organisations de la société civile, avec l'appui du projet encore de la Banque mondiale. Et nous, notre rôle à nous, la société civile, c'est toujours insister. Donc, tant que ça ne sera pas résolu entièrement, nous reviendrons toujours poser les mêmes problèmes, avec d'autres arguments peut-être, mais en insistant sur ce que nous faisons. Il faut convaincre toutes les parties et spécialement les autorités publiques par rapport aux priorités des citoyens. Comme cette fois-ci, on a beaucoup insisté sur la situation sécuritaire, mais qu'on puisse préserver quand même ces trois secteurs-là. Voici l'argument que nous avons pour cette fois-ci fondamentalement. Le directeur exécutif et team leader du REGED, Bishop Djamba Samba Wachako, a également invité les citoyens à veiller sur leurs responsabilités par rapport aux politiques nationales et particulièrement les leaders des médias pour que dans l'agenda, qu'on ne puisse jamais se détourner des secteurs pro-pauvres.
La ministre du Genre, Famille et Enfants poursuit sa mission dans la province du Haut-Uélé. À Isiro précisément, Michel Ombaye Kalama invite la population à adhérer à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celle de la masculinité positive. C'est un reportage de Nathalie Mboulakabea. Ils se sont massés de part et d'autre de l'esplanade du gouvernorat, le Issiroise et Issirois, avec des calicots pour les uns et emblèmes et effigies pour les autres, afin de voir et écouter l'une de leurs, la ministre nationale des Genres, Famille et Enfants, Micheline Ombaye Kalama. Dans une retrouvaille aux allures d'un meeting, c'est le gouverneur Jean Bakomi Togambou qui remercie les chefs de l'État pour les choix portés sur la digne fille du Haut-Uélé au gouvernement central. Oyo mama Judith Sumouna, premier ministre azo kotambusa ye aza mwana ya Haut-Uélé oyo azo représenter biso nyonso. La ministre Micheline Ombaye Kalama explique les bien fondés de sa présence et appelle ses frères et sœurs à soutenir les champions de la masculinité positive. Bana bilenge atale la kango foma malamu tozosala évaluation ya loi wana cellule moko bazobengango masculinité positive ezali structure rattachée au ministère musana nango ezalini koluka dès le bas âge pour promouvoir les femmes pesa mokonzi ya mboka soutien makasi peuple na Haut-Uélé. Cette soirée s'est terminée dans une ambiance de fête. Nous quittons Isiro pour la province du Kasaï. Après Kamako, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, a mis le cap sur Kandjandji, toujours dans la province du Kasaï, une autre cité frontalière entre la RDC et l'Angola. Et la vice-ministre a un seul message, la vigilance maximale pendant cette période de guerre, d'agression. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, a clôturé sa mission d'inspection et de contrôle des frontières à Kamako, cité frontalière stratégique entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Au terme de cette mission, elle a présidé une réunion de sécurité avec l'ensemble des services affectés à cette frontière. Message clair, vigilance maximale en cette période de guerre d'agression, conformément aux instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chemin faisant vers Kandjandji, autre cité frontalière située entre les provinces du Kasaï et des Lunda Nord, la vice-ministre de l'Intérieur s'est rendue au poste local de la police nationale congolaise. Objectif, évaluer sur le terrain le fonctionnement de ces services dans sa mission régalienne de sécuriser les personnes et leurs biens. Sur place, plusieurs difficultés et préoccupations des éléments de la police nationale congolaise ont été relevées. La mission gouvernementale s'est ensuite poursuivie jusqu'à Kandjandji, dernière étape de cette tournée. À travers cette descente, comme dans d'autres frontières du pays, le gouvernement entend renforcer l'autorité de l'État, assurer un contrôle effectif des mouvements transfrontaliers et répondre aux préoccupations des populations locales. Lors de ces échanges avec les autorités politico-administratives, les services de sécurité et les leaders communautaires, Eugénie Tchelakamba a insisté sur les défis liés à la migration incontrôlée, au trafic illicite et à l'insécurité transfrontalière. Mission accomplie pour la vice-ministre de l'Intérieur qui a repris les chemins de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Assassinat du professeur Mathieu Abata Diabar à son domicile à Lemba. Tous les professeurs des universités et instituts supérieurs sont en colère. Ils décident l'arrêt immédiat de toutes les activités académiques dans tous les campus jusqu'à mardi. Ils exigent aussi la prise en charge des obsèques de la victime. Regardez. La suspension des activités académiques de ce vendredi 9 janvier 2026 au mardi 13 janvier inclut un sit-in pacifique et déterminé organisé devant la vice-primature de l'Intérieur le lundi 12 janvier 2026 à 10h30 sont parmi les décisions prises au cours de l'Assemblée générale tenue par les professeurs de l'Université de Kinshasa des suites du meurtre du professeur Mathieu Abata de la faculté des lettres. Des professeurs de l'Université de Kinshasa avec tous les autres établissements ont décidé l'arrêt immédiat de toutes les activités sur les sites universitaires et instituts supérieurs du Congo. Aucune activité ne sera exercée sur les sites. La PUCIN demande au gouvernement à prendre en charge les obsèques du Découyus
la vie et la survie de la veuve et de toute sa progéniture. La Pikine demande que les gouvernements soient représentés au plus haut niveau. La Pikine décide d'organiser la veillée mortuaire au chapiteau, au plateau des professeurs. Et la Pikine enfin présente les condoléances à la famille du professeur Abata Dabar Sona Mathieu. L'association sportive V-Club pleure ses martyrs tombés le 4 janvier 1959 lors de la journée sombre des martyrs de l'indépendance. Ce club vert et noir a organisé une journée pour commémorer cette date avec tous les supporters véclubiens. Christine Lenzo, revient sur cette activité. 4 janvier, jour symbolique en mémoire des martyrs de l'indépendance de la RDC, cette journée est désormais retenue par l'association sportive Vita Club pour se souvenir de tous les véclubiens morts en martyrs lors des émeutes à leur sortie du stade Tata Raphaël après le match Vita Club contre Mikado le 4 janvier 1959. Ce jour férié est également choisi par les cadres de ces clubs verts et noirs de Kinshasa pour s'échanger des vœux en ce début de l'année 2026. Voilà qui explique ces retrouvailles de haut niveau en la résidence du président du Conseil suprême, le colonel Gabriel Nyombi. Ce moment de commémoration nous permettra de créer un environnement sain, propice et favorable pour résoudre nos problèmes le moment venu conformément à la sagesse selon laquelle les linges sales se lavent en famille. Forte mobilisation des cadres de l'équipe et de toutes les sections. Les membres du Conseil suprême au complet, ceux de la coordination et du comité général des supporters ont tous rehaussé de leur présence et ont saisi cette occasion pour écouter les sénateurs Denis Kambay, vice-président et rapporteur du Conseil suprême de l'ASV Club sur l'essence que l'on donne à cette date du 4 janvier, journée des martyrs de l'indépendance de la RDC. Les souvenirs du 4 janvier nous réunissent en ces lieux chez le colonel Nyombi. Tous les cadres du Conseil suprême de l'ASV Club sont avec nous. Ils ont mené des recherches et ont découvert que les verts et noirs signifient couleur des opprimés noirs. Denis Kambay a été relayé par l'envoyé de Papa Koussou, chef spirituel de l'église des Noirs. Selon lui, les verts et noirs tenus officiels de l'As Vita Club symbolisent l'espoir pour les peuples noirs. Vita Club, tous unis, Tokolonga. Nous allons terminer par la religion. La paix, rien que la paix, c'est le message apporté par le chef spirituel des églises autochtones, les Bangunza, lors d'une grande rencontre à Kinshasa. Une occasion pour prôner la cohésion entre les communautés. L'ambassadeur Mangelis Lubasa, représentant les deux églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, Créatibem en sigle, a tenu sa première réunion de l'année 2026 le lundi 5 janvier à l'église ECC dans la commune de Kassavubu à Sayo. L'objectif principal de cette rencontre était d'orienter les chefs spirituels sur la ligne de conduite à adopter pour cette année, tant sur le plan spirituel qu'organisationnel. Au cours de cette rencontre, Mangelis Lubasa, chef suprême de la Créatibem, a insisté sur l'amour fraternel en exhortant les Ngunza à bannir la division et à préserver l'unité au sein de la communauté. Il a également rappelé la mission fondamentale de la Créatibem, la révalorisation de l'homme noir, restaurer sa dignité et de promouvoir les pratiques spirituelles ancrées dans la tradition locale africaine. C'était aussi une occasion pour Mangelis Lubasa de mettre de l'ordre au sein de la communauté en mettant en place un système de décentralisation permettant aux fidèles autochtones des églises de fonctionner efficacement à partir des provinces, districts et communes. Une façon d'assurer la meilleure organisation et proximité. Notez que cette rencontre a été marquée par la présence de l'honorable Brigitte Nkembilandu, député national, et Tangunza, sa participation à réconforter la communauté dont elle est membre. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant de le boucler complètement, je vous en rappelle le seul titre. Une forte délégation congolaise séjourne à Bujumbura
au Burundi en réponse à l'appel du gouvernement burundais. Ce dernier, avec le système des Nations Unies, mobilise ses partenaires pour une aide substantielle aux réfugiés congolais sur son territoire. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et mention spéciale à Naïcha Kumpava qui a réalisé ce journal. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.